Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux des Canaries et des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28, et qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet. Donc comme promis le week-end dernier, je vais vous introduire en fait un petit rappel sur un projet d'élevage qui concerne les mutations liées au sexe, hein, qui sera différent pour les mutations récessives et qui sera aussi différent pour les mutations dominantes. Donc, comme je vous expliquais lors de la dernière vidéo, en fait, cette explication, elle va juste en fait créer le lien entre l'investissement quand on investit dans un élevage sur des mutations et à quel moment on va amortir en fait notre investissement à partir des jeunes. Et quand je parle d'amortissement, c'est pas en termes de coût, c'est en termes de mutation. Quand on investit, n'importe quel éleveur, quand il investit dans des mutations, c'est pour avoir des jeunes mutations. Après, libre à lui de faire ce qu'il veut, les vendre, les garder, en faire une souche ou quoi que ce soit. Donc du coup, c'est surtout ça, comprendre bien le lien entre l'investissement et l'amortissement en termes de jeunes qui sont en mutation, porteurs, etc. La vidéo, vous avez compris, la vidéo d'aujourd'hui va cibler les mutations liées au sexe, hein. Encore une fois, les mutations liées au sexe, c'est pareil, le fonctionnement il est pareil entre les canaris, les chardonnerets, les oiseaux exotiques, il n'y a pas de différence. Ce sont des mutations qui se portent sur les chromosomes sexuels. Pour ceux, aujourd'hui, on ne va pas aborder en fait le critère mathématique ou le critère scientifique. J'ai déjà fait les calculs et je vais vous présenter directement les résultats pour ceux que ça intéresse. Et pour ceux qui veulent comprendre d'où sortent les calculs et les pourcentages que je vais vous présenter tout à l'heure, vous pouvez toujours retourner voir 4 vidéos dédiées en fait à la mutation, la transmission de mutation des parents vers les jeunes, avec le calcul théorique qu'on avait expliqué dans les anciennes vidéos. Euh, je tiens juste à m'excuser, cette vidéo j'aurais dû la faire dimanche dernier, mais suite à ma deuxième injection de vaccin Pfizer, j'étais pas bien jusqu'à hier, et donc du coup, aussitôt je me suis senti bien et aussitôt je vous fais la vidéo. Donc je recadre la chaîne Canaries du 28. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. C'est vraiment un plaisir. Donc je tiens à remercier les anciens abonnés qui sont toujours aussi fidèles et qui nous motivent. Et je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc voilà, donc le sujet, je le rappelle, le projet d'élevage. Quand on souhaite démarrer en fait un élevage, même si on ne le considère pas comme un projet, en termes d'investissement, c'est un projet. Donc on va investir dans le matériel, on va investir dans les couples reproducteurs. Et même si on ne pense pas en fait à un amortissement, il va y avoir un amortissement naturellement. Donc même si l'éleveur dans sa tête, lui, ce qu'il veut, c'est juste le plaisir, tôt ou tard, il aura un investissement, pas forcé, mais naturellement, qui va se faire naturellement avec les jeunes, qui va récupérer. Donc avant de démarrer quoi que ce soit comme calcul ou comme présentation du tableau des croisements, je souhaite juste rappeler les mutations qu'on appelle les mutations liées au sexe. Donc je vous dis, les mutations en général chez les oiseaux sont divisées en 3 catégories. Ils sont divisés en mutations liées au sexe, ce qu'on va citer ici. Donc, elles contiennent le brun, elles contiennent le pastel, l'agate. J'ai mis l'humo-aminé dans l'agate parce que c'est une version de l'agate. C'est pareil, humo ou agate. L'isabelle, le satiné, le brun pastel. Donc, je vous ai mis la première ligne, ce sont les mutations qu'on connaît depuis longtemps. Dans la deuxième ligne, ce sont des mutations quasi récentes. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'elles commencent en fait à être un peu plus répandues dans les élevages en Europe. Donc, le brun pastel, c'est plus ou moins l'équivalent du satiné. L'agate pastel, c'est le dos il est agate et les ailes ils sont plus ou moins pastel, ils sont plus clairs que l'agate. L'agate, les rémiges, la rectrice et la calotte ils sont noirs. L'agate pastel, vous les différenciez en fait avec la rectrice, les rémiges et la calotte qui sont plus clairs que le noir. L'humo pastel, c'est pareil en fait, ils ont le même dos, il peut être blanc ou il peut être très clair, gris très clair, mais on le distingue avec le humo aminé, avec la rectrice, l'érectrice, les rémiges et la calotte qui sont beaucoup plus clairs que le humo ou la gâte classique.
Donc voilà donc ce qu'on appelle les mutations. Donc ce que je vais vous présenter là dans le tableau ne concerne que ces mutations-là. Ça veut dire si vous souhaitez connaître, vous avez des couples reproducteurs, vous avez préparé certains couples qui restent dans le cadre de ces mutations liées au sexe, je vais vous expliquer en fait le résultat de vos gènes. Euh, donc voilà, donc ça c'est la première catégorie et je vais faire partie 2 et partie 3 dans une autre vidéo qui va concerner les mutations récessives et les mutations dominantes. Pardon. Donc les mutations récessives comme la tête blanche, comme le FAO, comme l'albino, comme l'opale, et les mutations dominantes, le jaune ou le panaché, sachant que dans le panaché, il y a le blanc, il y a la gorge blanche, il y a le févé, il y a le bavette, il y a la tête d'aigle, il y a le fasciato. Donc voilà. Donc je vais rappeler aussi ce que c'est une souche, parce qu'il y a pas mal de personnes ou de débutants en fait qui parlent de souche, mais ils croient qu'une souche en fait c'est juste le fait d'avoir des jeunes qui sont nés chez nous, on a une souche. Techniquement c'est plus compliqué que ça une souche. Donc une souche c'est toute une descendance, c'est-à-dire on ne peut pas ramener un mâle d'un côté de chez un éleveur, une femelle de chez un autre éleveur, une autre femelle de chez un troisième éleveur, un autre mâle, et dire bah écoutez, moi j'ai 3 couples donc j'ai une souche. Une souche ça se travaille, une souche c'est pas des oiseaux que vous achetez à droite et à gauche. Vous allez devoir, quand vous construisez une souche, vous allez devoir acheter des oiseaux, introduire du sang neuf dans votre organigramme ou votre pieuvre, mais par contre, c'est pour tirer des jeunes, et c'est les jeunes qui seront une souche. Ce ne sont pas les oiseaux que vous achetez que vous appelez une souche. Donc une souche, c'est toute une descendance chez l'éleveur, c'est-à-dire ils sont nés chez lui, ils ne sont pas consanguins, donc c'est pareil, on ne va pas croiser, on ne va pas partir de 2 couples. Quand les 2 couples vont faire des jeunes, on va croiser les jeunes entre eux et dire on a une souche. C'est pas ça le vrai terme d'une souche. Par contre, le critère qui nous intéresse, nous, dans la souche, en fait, il faut comprendre une souche comme étant une signature. Chaque éleveur, il a une signature. Il y a ce qu'on appelle la souche officielle, c'est le standard officiel, qui réunit en fait tous les éleveurs, qui réunit tous les pays, peu importe de quel pays est l'éleveur. Et il y a aussi la souche qui est personnelle ou spécifique, en fait. C'est une, c'est un travail personnel de l'éleveur. Il y a certaines personnes qui veulent travailler avec des chardonnerets, je prends le cas du chardonneret, avec des chardonnerets de taille intermédiaire, d'autres avec des gros gabarits, d'autres avec des couleurs éclatantes, d'autres avec voilà, la qualité des plumes beaucoup plus serrée, etc. Donc cette signature particulière des oiseaux au sein de la descendance au sein du même élevage, on appelle ça une souche. Donc la souche, elle respecte des critères définis par l'éleveur, et la plupart des éleveurs, en fait, ce qu'ils visent comme souche, c'est le standard. Donc voilà, quand on a des oiseaux qui respectent, qui rentrent dans le cadre du standard, c'est effectivement une souche. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est les oiseaux d'une même souche peuvent conserver en fait la même qualité. Ça veut dire quelqu'un qui vous dit, moi j'ai une souche dans le satiné, par exemple, j'ai ma propre souche dans le satiné, ça veut dire si vous prenez les satinés issus de la même génération chez lui, ils ont le même critère. Il n'y en a pas un qui est gros, l'autre qui est petit, l'autre il est machin, tête blanche, l'autre il est pas tête blanche. Donc voilà, ils ont le même critère de qualité que l'éleveur fixe lui-même. Donc il est libre pour définir sa souche, il est libre de fixer les qualités. Comme je vous rappelle, il y a certains éleveurs, ils aiment bien les intermédiaires, ils aiment bien les chardonnerets de taille moyenne ou petite, d'autres ils aiment bien les gros gabarits, d'autres ils aiment bien en fait les plumes larges, d'autres ils aiment bien les plumes serrées qui vont épouser le corps pour faire sortir en fait les courbes. Donc voilà, donc ça c'est un critère. S'il y a 2 critères à, à retenir dans une souche, c'est que si vous prenez n'importe quel oiseau, il ne faut pas avoir de différence entre les oiseaux de la même souche. Première chose. Deuxième chose, c'est que ces critères-là, ils sont définis par l'éleveur. Donc, il est libre de définir les critères ou la qualité de la souche qu'il veut créer. Après, je vous avoue que certains éleveurs de niveau concours mondial, etc., eux, ce qu'ils cherchent en fait à injecter dans leur souche, ce sont les standards des oiseaux. Ça peut être l'exotique, ça peut être les indigènes, les canaris ou autres.
Donc voilà, donc on a vu, on a listé les mutations liées au sexe, on a compris plus ou moins ce que c'est une souche. Donc aujourd'hui, on sait très bien qu'il faut arrêter d'appeler une souche des oiseaux que vous avez achetés de droite et à gauche. Même la première génération qui est née chez vous, si elle n'a pas les mêmes critères, s'ils n'ont pas plus ou moins les mêmes qualités, c'est pas vraiment une souche. Donc on va passer à la transmission de la mutation liée au sexe. Donc ce paragraphe-là, il est lié uniquement à ces mutations que je vous ai listées. On va voir dans les autres vidéos, ces critères-là vont changer. Donc dans les mutations liées au sexe que je vous ai listées ici, le mâle, il va participer 2 fois avec sa mutation. Donc quand vous prenez un mâle qui est mutation dans cette liste-là, le mâle systématiquement dans la transmission de la mutation, il va participer 2 fois, il va servir les garçons comme il va servir les filles. Donc il va servir les jeunes mâles, il va servir aussi les jeunes femelles. Donc quand vous avez un mâle mutation dans un couple, il va forcément transmettre sa mutation à ses garçons et à ses filles. Le mâle, il peut être porteur comme il peut être mutation, toujours dans cette liste-là. Donc un mâle, on a dit, il participe 2 fois, donc il va servir les garçons, il va servir les filles avec la mutation qu'il a. Et lui, ou les garçons, ils peuvent être porteurs comme ils peuvent être mutation. La femelle, quant à elle, elle va participer une seule fois. C'est-à-dire une femelle mutation, elle ne va donner sa mutation qu'aux garçons. Elle ne donne jamais la mutation liée au sexe, elle ne la donne jamais aux filles. Et donc une femelle ne peut exister que sous forme de mutation ou classique, donc il n'existe pas l'appellation porteur ou porteuse pour les femelles mutations liées au sexe. Donc dans cette liste-là, il n'existe pas de femelle qui est porteuse. Quand vous avez des femelles de cette mutation-là, comprenez de suite que ces femelles mutations vont donner la mutation à leurs garçons, mais je ne vous dis pas que les garçons ils seront mutation, ils seront peut-être minimum porteurs. Donc quand vous avez une maman qui est mutation, les garçons ils seront minimum porteurs. Après ça dépend ce que le papa il va leur donner. Et quand vous avez un père qui est mutation, il va forcément donner des filles qui sont mutation et qui va donner des garçons qui sont minimum porteurs aussi. Donc maintenant, je vais vous expliquer en fait la lecture de ce tableau-là. Donc dans ce tableau-là, en fait, ce sont des cas, études de cas. J'ai fait études de cas, il y a 5 cas en tout. Donc avec les croisements des mâles dans la première colonne et les femelles de la deuxième colonne, et ce qu'ils vont donner. Donc j'ai mis croisement ici, j'ai mis le mâle, la femelle, mâle mutation, femelle mutation, mâle mutation, femelle rien du tout, mâle porteur, femelle mutation, mâle porteur, femelle rien du tout, mâle rien du tout, femelle mutation. Et là, on a balayé l'ensemble des cas possibles avec les mutations liées au sexe. La deuxième colonne, ce sont les mutations. Donc, le croisement de ça, il va donner 3 parties différentes. Il va donner des mutations qui sont les mêmes. Il va donner des porteurs de cette mutation. Il va donner des classiques qui ne sont pas porteurs. Donc la première colonne, c'est le pourcentage. Le croisement là, il va donner un pourcentage de mutation. Il va donner un pourcentage de porteurs de cette mutation. Il va donner un pourcentage de classique qui n'est pas du tout porteur. Et le délai ici, donc c'est le délai pour obtenir. Donc là, c'est l'investissement. Et quand est-ce que vous allez l'amortir? Quand vous allez avoir des jeunes ici. Et donc, quand vous avez les jeunes mutations, l'amortissement se fait soit sur une saison, soit sur 2 saisons, et sur les autres. En général, les mutations liées au sexe, c'est facile d'avoir les mutations dans vos jeunes. Grand maximum de la deuxième saison, vous avez les mutations. Si jamais vous n'avez pas vos jeunes mutations dès la première année, vous allez l'avoir dans la deuxième année. Mais par contre, les mutations récessives, on va voir dans la prochaine vidéo, ça peut aller jusqu'à 3 saisons. C'est-à-dire 3 ans pour moi, par exemple, mes opales, c'est au bout de 3 ans que j'ai créé mes mutations chez moi. Donc ici, le coût, j'ai représenté le coût par 3 plus quand c'est cher, par 2 plus quand c'est moins cher, et par 1 plus quand c'est pas du tout cher ou c'est le moins cher des cas. Et il y a un des critères aussi qui est important chez les éleveurs, c'est la qualité des mutations. Donc tout est ciblé sur la mutation. Donc le résultat qu'on cherche à avoir, c'est cette colonne-là. Mais par contre, je vous explique aussi ce qui se passe à côté.
Donc, quand vous prenez un mâle qui est mutation, on va peut-être prendre la mutation, allez, satinée. Que tout le monde aime le satiné, on va faire la mutation satinée. Un éleveur, il veut faire un élevage de satiné. Il a le choix de partir soit sur un mâle satiné et une femelle satinée. Dans ce cas-là, il n'y a pas de calcul à faire. Tous les enfants, ils seront en mutation, donc 100% dans cette colonne, et il aura des mâles et des femelles. Il y aura zéro porteur, il y aura zéro classique, et il obtient ces mutations durant la saison. Quand je dis une saison, je pars du principe que les éleveurs n'achètent pas leurs oiseaux 2 mois avant la saison de reproduction. Ça veut dire que vous les achetez à partir d'octobre, novembre, septembre, octobre, novembre, pour pouvoir les préparer à la saison prochaine. Donc plus une saison. La saison prochaine, il a obtenu des mutations, et c'est 100% des mutations. Pourquoi? Parce que les deux parents, ils sont en mutation satinée. Et donc, du coup, ça lui a coûté plus cher. Donc, j'ai mis 3 plus. Pourquoi? Parce qu'un mâle satiné, ça coûte cher, et une femelle satinée, ça coûte cher. Donc, l'échelle de cotation, j'ai mis 3 plus. Et la qualité, elle sera moyenne. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo spécifique. En fait, quand on croise, par exemple, un satiné sur un autre satiné, la mutation transmise de satiné au jaune, elle est tellement forte que elle va impacter en fait certains points d'élection chez les chardonnerets. Ça peut toucher la taille, ça peut toucher la qualité des plumes, ça peut toucher beaucoup de choses. Et donc, du coup, la qualité générale, elle est moyenne. Contrairement aux autres, on va voir un peu machin. Et donc, j'ai rajouté ce dernier critère qui est la qualité. Ça peut intéresser certains et ça peut ne pas intéresser certains, parce qu'il y a des gens, ils veulent juste avoir les mutations. Ils s'en foutent, eux, de la qualité. Ils s'en foutent, eux, de certains problèmes que les jeunes pourront avoir plus tard. Donc, on a dit partir mâle satiné, femelle satinée, 100% de satiné, ça va coûter un peu plus d'argent. La qualité, elle est moyenne, et c'est de suite. La saison qui suit, vous avez des satinés. Donc, maintenant, il y a un autre éleveur, il dit, bah, écoutez, moi, je souhaite investir moins. Donc, au lieu de faire 3 plus, je vais faire que 2 plus. Et je vais partir sur un mâle mutation et une femelle classique. Là, il y a beaucoup d'éleveurs qui partent sur un mâle mutation, une femelle classique, parce que voilà, ils ont priorisé le mâle en mutation. On va voir ici, là, on a priorisé la femelle comme mutation. Mais ils ont raison. Les gens qui ont acheté le mâle mutation et la femelle classique, ils ont raison, parce que premièrement, ils ont fait baisser les dépenses. Ils payeront la femelle moins cher classique qu'une mutation. Et donc, du coup, ça va donner quoi? Un mâle satiné. Et encore une fois, j'ai pris satiné, vous pouvez prendre n'importe quelle mutation ici, hein. Donc, un mâle satiné sur une femelle classique va donner 50% de femelles qui sont mutations satinées comme leur père. Ils vont donner 50% de mâles qui sont porteurs. Et il n'y aura aucun classique. Donc là aussi, l'éleveur, il a eu des femelles 100% satinées, alors qu'il est parti sur une femelle classique. Donc vous voyez ici la différence, c'est que l'éleveur, il a obtenu des garçons et des filles satinés. Ici, l'éleveur, il n'a obtenu que des femelles. Mais c'est pas grave, parce que ces femelles-là, il peut les croiser avec le mâle pour retomber dans ce cas-là. Donc les filles qu'il a obtenues ici, qui sont satinées, s'il les croise la saison prochaine avec le papa, il va se retrouver ici avec un résultat 100% de satiné. Mais attention, la qualité, elle sera moyenne. Donc, vous comprenez pourquoi je parlais de la qualité tout à l'heure. Quand on croise les filles qui sont satinées avec leur père, bah forcément, il va y avoir certaines qualités. Je ne dis pas que les jeunes, ils vont mourir. Non, il y a des jeunes qui grandissent bien, ils développent une vie tout à fait normale. Mais souvent, on rencontre des problèmes quand il y a une double transmission de mutations comme ça. Donc, le troisième cas, on va partir d'un mâle qui est porteur de satiné et une femelle qui est satinée. Donc, mâle porteur, femelle mutation. Donc, qu'est-ce qui va donner ce croisement-là? Il va donner 50% de mutation, ils sont mâle et femelle. Il va donner 25% de porteurs de mutation, mais comme cette mutation liée au sexe, on ne trouve pas en fait de femelles porteuses. Il n'existe pas de femelles porteuses. Donc ici, dans cette colonne, quand il y a un porteur, ça ne peut être que des mâles. Mâle, 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 et ici, il n'y en a pas.
Donc ça aussi, faut apprendre par cœur. Ces mutations que vous voyez ici n'existent pas de femelle, c'est ce qu'on avait marqué, il me semble. Voilà, soit la femelle, soit elle est mutation, soit elle ne l'est pas, alors que le mâle, il peut être porteur comme il peut être mutation. Donc, un mâle porteur de satiné sur une femelle satinée vont donner 50% des jeunes mâles et femelles qui seront satinés, 25% de mâles qui sont satinés, porteurs de satiné, et 25% des femelles qui sont classiques, qui ne portent pas le satiné. Donc, il perd en fait le gène. La mutation ne s'est pas transmise, il revient sur des oiseaux des femelles qui sont 100% classiques. C'est pareil, comme il a eu déjà 50% ici, bah, c'est la saison qui arrive. Le coût, c'est moyen. Pourquoi? Parce qu'une femelle mutation, elle va coûter pareil qu'un mâle mutation ici. C'est peu de personnes, peu d'éleveurs qui savent très bien, il faut toujours acheter le mâle qui est mutation au lieu de la femelle. Parce que quand vous achetez une femelle qui est mutation, elle ne participe qu'une fois. Voilà, la femelle participe une fois dans la transmission de la mutation parce qu'elle a un seul gène. Le mâle, il a deux gènes, donc vous donnez 2 fois plus de chances pour que la mutation liée au sexe puisse se transmettre au jeune. Donc le quatrième cas, c'est un mâle qui est porteur de cette mutation et une femelle qui est classique. Donc un mâle porteur de satiné, ça va donner 25%, de mutation de satiné femelle, 25% de mâles porteurs de satiné, et le reste, la moitié de la probabilité, ça va être des classiques entre mâles et femelles. Il va y avoir des mâles qui ne sont pas du tout porteurs. Et dans ce cas-là, comme dans ce cas-là, en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand vous allez avoir des jeunes mâles, vous n'allez pas savoir est-ce que vous êtes dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Quand vous allez avoir des mâles de ce croisement, vous pouvez très bien avoir les mâles qui sont porteurs de satiné, ou des mâles qui ne sont pas du tout porteurs de satiné. Et là, vous n'avez aucun moyen de distinguer vos mâles qui sont nés chez vous, est-ce qu'ils sont porteurs ou pas. Il y a un seul moyen pour le vérifier et il faut les croiser. Il faudra les croiser avec les sœurs ici pour savoir est-ce qu'ils vont donner 100% de, 100% de mutation dans la troisième génération ou pas. Donc vous voyez ici c'est bien, ça ne nous coûte pas du tout cher, il n'y a qu'un seul plus, c'est le moins cher en fait. Par contre, vous ne pouvez avoir qu'un quart des filles qui sont mutation et les garçons, quand vous allez avoir des mâles dans votre niché, vous n'allez pas savoir si vous êtes là ou si vous êtes là. Donc ça met le doute. La qualité par contre, quand vous avez des mutations ici, la qualité elle est bonne, comme tout. Le dernier cas, en fait, c'est un mâle qui est classique et une femelle qui est mutation. Donc souvent, les gens, c'est l'inverse de ça. En fait, les gens, ils disent, parce que quand on croise un mâle mutation avec une femelle classique, on peut obtenir 50% de mutation. Mais ça ne marche pas dans l'autre sens. Parce que quand vous partez d'un mâle qui est classique, le mâle mutation, il a 2 fois plus de mutations. Quand vous partez d'une femelle qui est mutation, elle n'a qu'une fois. Donc vous êtes en train de réduire vos chances de transmission de la mutation. Donc je vais vous expliquer. Ici, le mâle il est classique, la femelle elle est mutation. Malgré que la femelle elle est mutation, il y aura 0 mutation. Il ne peut y avoir que des mâles porteurs. Donc la moitié seront des mâles porteurs et la moitié seront des femelles classiques qui ne sont pas porteuses. Et donc comme on n'a pas eu de mutation dans cette saison-là, ça veut dire qu'il faudra croiser les mâles qui sont porteurs ici avec leur mère pour obtenir des mutations dans la deuxième génération. C'est pour ça qu'il faut attendre 2 saisons. Donc vous avez remarqué que tous les cas qu'on a vus, on peut avoir des mutations de suite, donc dans plus une saison, sauf dans ce cas-là, il va falloir attendre 2 saisons pour voir les premières mutations naître chez vous. Donc toutes les qualités, elles sont bonnes, sauf mettre mutation sur mutation. Même mutation sur même mutation, ça peut, je ne dis pas que c'est systématique, mais ça peut impacter la qualité de vos jeunes. Et après, je vous ai mis en fait une échelle basique de coût. Donc le moins cher, c'est ça, mais ce n'est pas forcément le plus avantageux parce qu'on ne fait pas d'amortissement. On n'obtient qu'une probabilité de 1/4 des femelles. Donc les éleveurs en général,
quelle ligne vont choisir. En fait, ils choisissent soit cette ligne-là, donc un mâle mutation sur une femelle. Pourquoi? Parce qu'on obtient 50%. On obtient 50% des femelles et 50% des mâles, et zéro classique. Donc il y a certains éleveurs, eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est éviter les classiques. Il y en a d'autres, ce qu'ils cherchent à avoir, c'est 100% des mutations, éviter les porteurs. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, c'est avoir le plus rapidement possible des mutations. Et d'autres, ce qu'ils veulent, ils ont un petit budget, donc ils ne peuvent pas aller plus vite avec un petit budget. Donc je vous ai mis la qualité ici, les coûts ici, ça vous donne une idée, les délais pour avoir vos premières mutations, les classiques, les porteurs, les mutations dans la première génération. Et je vous ai même donné des astuces. Quand vous avez que 50% de filles ici, vous pouvez les croiser avec leur père pour monter sur cette ligne-là. Vous allez vous retrouver ici. Et c'est pareil, quand vous avez ici des femelles mutations qui vont donner des mâles porteurs, vous pouvez croiser les porteurs avec les mamans pour remonter dans cette case-là. Après, vous switchez, vous jouez, vous passez d'une ligne à une autre, d'une saison à une autre, quoi. Donc voilà les amis, j'ai pas détaillé en fait les calculs parce qu'on l'a déjà fait sur cette chaîne-là. Vous pouvez retrouver plus d'informations, plus de détails sur les calculs que j'ai fait ici. Il y a plusieurs vidéos où on avait détaillé les calculs. Je vous ai donné l'arborescence pour calculer vos propres jeunes mutations en fonction, si vous connaissez bien sûr les parents. Il faut connaître les parents, s'ils sont porteurs des fois ou pas, ou s'ils sont juste classiques, ça c'est important, pour pouvoir calculer vos mutations. Bon bah c'était Canary du 28, je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis bonne journée et puis dimanche, samedi ou dimanche, je vais essayer de vous faire un petit suivi d'élevage pour présenter l'état d'avancement. Ciao, ciao!